au cœur des brumeuses montagnes Blue Ridge, où les pins anciens veillent en sentinelle et où la nature impose ses propres lois implacables. Un simple acte de compassion s'apprêtait à changer deux vies à jamais. Un homme, ses mains burinées enveloppées autour d'une tasse fumante, inspira profondément, savourant la paix qu'il avait mis des décennies à conquérir. Mais la nature en avait décidé autrement. Ce cri faible et désespéré, porté par la brise matinale, n'était pas un simple bruit de la forêt. En suivant le son, il découvrit un chaton lynx grelottant, faible, abandonné, et luttant contre des chances impossibles. Pour ce petit chaton aux yeux troubles, l'homme était soit son dernier espoir, soit un simple témoin de son destin inévitable. Que faire lorsque la nature place ses êtres les plus vulnérables sur votre chemin? Ceci est une histoire de frontières franchies, entre le sauvage et le domestique. Entre aider et laisser partir. Et parfois, lorsqu'on sauve une vie, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve en retour. Avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles histoires. Tirez bas, 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 tirez bas. La brume matinale s'attardait entre les hauts pins des montagnes Blue Ridge, enveloppant la forêt d'un voile onirique tandis que Martin Mante Henderson prenait sa première gorgée de café sur le perron de son chalet. À 58 ans, avec des cheveux poivre et sel et des mains burinées par des décennies de travail du bois, Mante s'offrait enfin ce séjour de 2 semaines loin de son atelier en Virginie rurale. Son frère cadet, Dale, devait le rejoindre plus tard dans la journée. Ensemble, ils avaient prévu de pêcher, randonner et simplement profiter de la tranquillité qui leur avait tant manqué au cours de leur vie bien remplie. 6 mois de préparation pour cette escapade, murmura Mante pour lui-même, en étirant ses jambes et en admirant le paysage. Le chalet, niché dans une clairière entourée de chênes et d'érables anciens, offrait un poste d'observation idéal sur la nature environnante. Artisan du bois depuis toujours, Mante ressentait un lien profond avec ses forêts, appréciant la matière même qui avait nourri sa passion et son métier pendant tant d'années. Il s'apprêtait à rentrer lorsqu'il l'entendit, un son faible et plaintif, porté par la brise matinale. D'abord, il pensa à un oiseau, mais quelque chose dans ce cri lui parut plus désespéré, plus urgent. Mante posa sa tasse et pencha la tête. Écoutant attentivement, le bruit se fit à nouveau entendre, un miaulement faible qui lui serra le cœur. Enfilant ses bottes et attrapant une lampe de poche malgré la lumière du matin, il descendit les marches du perron et suivit le son jusqu'à un épais buisson. À une 50aine de mètres du chalet, à mesure qu'il s'approchait, les cris devenaient plus distincts, mais toujours aussi faibles, écartant prudemment un enchevêtrement de ronces. Mante découvrit l'origine de cette détresse, un minuscule chaton lynx tremblant. Pas plus grand que sa main. « Eh bien, bonjour, petit », murmura-t-il en s'accroupissant pour mieux l'observer. L'état du chaton était alarmant. Ses côtes saillaient sous un pelage terne et emmêlé. Une de ses pattes arrière semblait blessée et, plus inquiétant encore, ses yeux étaient troubles, larmoyants et infectés. En entendant la voix de Mante, l'animal recula, mais il était trop faible pour fuir. Il tenta bien de feuler, mais le son ne fut qu'un souffle rauque. Mante ôta rapidement sa chemise en flanelle, se retrouvant en simple maillot malgré la fraîcheur du matin, avec la délicatesse qu'il avait perfectionnée au fil des ans en manipulant du bois fragile. Il enveloppa doucement le chaton dans le tissu. La pauvre créature se débattit à peine, preuve de son extrême faiblesse. « Où est ta maman, petit lynx ?» se demanda Mante à voix haute, scrutant les environs à la recherche de signes d'un adulte. N'en trouvant aucun, il en vint à la conclusion qu'il redoutait, ce petit avait été abandonné. Soit par une mère ayant compris qu'il n'avait aucune chance de survie, soit parce qu'il lui était arrivé malheur. De retour à la cabane, Mante installa le chaton emmitouflé dans une boîte en carton tapissée d'une serviette. Puis attrapa immédiatement son téléphone. La ville la plus proche était Asheville, à environ 1 heure de route, et il espérait y trouver un vétérinaire capable d'aider. Après plusieurs appels, il réussit à joindre la docteure Eliza Wilder, une vétérinaire spécialisée en faune sauvage, affiliée au centre de conservation de la faune de Caroline. « Je vous dirais bien de l'amener immédiatement, mais d'après ce que vous me décrivez, il risque de ne pas survivre au trajet, » expliqua-t-elle après avoir écouté les détails de son état. « Je peux vous retrouver à mi-chemin. Il y a une station-service sur l'Highway 26, Miller Stop. Je peux y être dans 30 minutes. »« J'y vais tout de suite, » répondit Mante, déjà en train de rassembler ses clés et son portefeuille. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le bruit du moteur du pick-up de son frère Dale résonna sur l'allée de gravier. Dale, de 5 ans son cadet mais bâti de la même manière robuste, descendit du véhicule, une glacière dans une main et une canne à pêche dans l'autre. « Tu comptais partir pêcher sans moi ?» plaisanta Dale avant de remarquer l'inquiétude sur le visage de son frère. « Qu'est-ce qui se passe ?
Mante lui expliqua rapidement la situation et lui montra le chaton affaibli. Marthe, c'est un animal sauvage, le prévint Dale en utilisant le prénom de son frère. Même si tu arrives à le sauver. Ensuite, ce n'est pas un chat domestique. Je le sais bien, répondit Mante en ajustant délicatement la serviette autour de la petite créature tremblante. Mais je ne peux pas juste le laisser mourir. Pas s'il y a une chance. Dale soupira, reconnaissant cette détermination familière dans le regard de son frère, le même regard qu'il avait eu en s'occupant de leur mère jusqu'à son dernier souffle lorsqu'elle luttait contre le cancer. Ou lorsqu'il avait passé d'innombrables nuits à reconstruire son atelier après l'incendie qui l'avait ravagé. Bon, d'accord, concéda Dale en posant son matériel. Je conduis, toi, occupe-toi de ce petit fauve. La docteure Eliza Wilder était plus jeune que Mante ne l'avait imaginé, probablement dans la trentaine. Ses cheveux noirs, coupés courts, encadraient un visage aux yeux bruns perçants, qui se fixèrent immédiatement sur la boîte dans les bras de Mante lorsqu'il s'approcha de son véhicule à Miller Stop. Faites-moi voir, dit-elle sans préambule, prenant doucement la boîte avant de la poser sur le capot de sa Subaru. D'un geste précis et expérimenté, elle examina le chaton, son expression s'assombrissant alors qu'elle vérifiait ses yeux. Un lynx mâle, probablement âgé d'environ 6 semaines, murmura-t-elle en lui administrant une petite injection. Antibiotiques, malnutrition sévère, déshydratation, infection oculaire, et oui, la vision m'inquiète, l'infection est déjà bien avancée. Va-t-il s'en sortir ? Demanda Mante. Le docteur Wilder se redressa et fixa Mante d'un regard direct. Je vais être honnête avec vous, monsieur Henderson, les chances ne sont pas en sa faveur. Normalement, un petit comme lui irait dans notre centre de réhabilitation. Mais dans son état, elle marqua une pause. Il a besoin de soins constants pendant au moins les 72 prochaines heures, des repas toutes les 3 heures. L'administration de médicaments, une surveillance de sa température. Dale s'avança. On peut l'emmener au centre si c'est préférable. En réalité, répondit le docteur Wilder, les surprenant tous les deux. Je pense qu'un autre déplacement pourrait être trop stressant pour lui. Seriez-vous prêt à vous en occuper dans votre chalet pendant quelques jours ? Je peux vous fournir tout le nécessaire et des instructions précises. Une fois qu'il sera stabilisé, nous pourrons réévaluer la situation. Mante n'hésita pas. Bien sûr, tout ce qu'il faudra. Le docteur Wilder hocha la tête, visiblement satisfaite de sa réponse. Je vais vous suivre jusqu'à votre chalet avec les fournitures. Nous allons installer un espace de soins adapté, et je vous montrerai exactement quoi faire. Sur le chemin du retour, Dale lança un regard en coin à son frère. Tu te rends compte que notre séjour de pêche vient de se transformer en nurserie pour lynx. Pas vrai ? Mante esquissa un léger sourire, posant une main protectrice sur la boîte. La vie a une drôle de façon de changer les plans. Les 48 heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Le docteur Wilder resta plusieurs heures le premier jour, enseignant aux frères comment préparer la formule spéciale pour félins sauvages nouveau-nés, leur montrant la bonne technique de nourrissage à l'aide d'une petite seringue et leur expliquant comment administrer les différents médicaments pour les infections et la douleur du chaton. Les infections oculaires comme celle-ci sont particulièrement dangereuses, expliqua-t-elle en appliquant délicatement des gouttes médicamenteuses sur les yeux troubles du chaton. Les lynx dépendent énormément de leur vision pour chasser. Si les dégâts sont permanents, elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Avant de partir, elle les aida à créer un espace de convalescence adapté dans un coin calme du chalet, un grand bac de rangement en plastique tapissé de couvertures douces. Une bouillotte placée sous une moitié pour que le chaton puisse réguler sa température. Et une petite peluche que Mante avait trouvée dans le placard, laissée par l'enfant d'un visiteur précédent. Appelez-moi à tout moment, jour et nuit, leur dit le docteur Wilder en tendant sa carte à Mante avec son numéro personnel. Les 72 prochaines heures seront cruciales. S'il survit à cela, alors on aura une vraie chance. Cette nuit-là, Mante programma son réveil toutes les 3 heures. À chaque repas, il réveillait doucement le chaton, qui commençait par feuler faiblement avant d'accepter la nourriture. Dale prit le relais en journée pour permettre à son frère de récupérer un peu de sommeil. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu te donnes autant de mal pour un animal sauvage, fit remarquer Dale le deuxième jour. Bien que son ton manquait de conviction alors qu'il caressait doucement le dos du chaton du bout du doigt. Mante observa son frère interagir avec la petite créature et esquissa un sourire complice. Mais ne répondit rien. Au 3e jour, le chaton, qu'ils avaient commencé à appeler Skunky en raison d'une marque distincte sur son front qui leur rappelait une moufette, montrait des signes d'amélioration. Certes modeste, mais encourageant, il buvait plus de lait à chaque repas. Sa respiration semblait moins laborieuse et l'infection autour de ses yeux paraissait légèrement moins enflammée. Le docteur Wilder revint le 4e jour, apportant davantage de fournitures et examinant Skunky avec attention. Il réagit bien aux antibiotiques, ce qui est une excellente nouvelle, confirma-t-elle. Son expression teintait d'un optimisme prudent. Son poids a légèrement augmenté aussi, mais je suis toujours préoccupé par ses yeux. Elle poursuivit son évaluation, testant sa vision et observant ses réactions. L'absence de réponse confirma leurs craintes. L'infection a causé des dommages importants, expliqua-t-elle doucement. Je pense qu'il est presque, voire totalement aveugle, même si nous le sauvons.
Il ne pourra jamais être relâché dans la nature. Mante sentit son cœur se serrer. Qu'est-ce qui va lui arriver? Alors? Le docteur Wilder poussa un soupir. D'ordinaire, dans les cas d'incapacité permanente, nous devons prendre des décisions difficiles. Un prédateur aveugle ne peut pas survivre seul. Et notre centre de réhabilitation a des ressources limitées pour accueillir des animaux en permanence. Vous voulez dire qu'il serait euthanasié? Demanda Dale. Sans détour, le docteur Wilder acquiesça à contre-cœur. C'est souvent l'option la plus humaine pour les animaux sauvages gravement handicapés. Il doit bien y avoir une autre solution, insista Mante, observant Skunky qui s'était blotti contre sa peluche, son petit corps enfin détendu dans le sommeil. Eh bien, répondit le docteur Wilder avec hésitation, il existe de rares exceptions. Certains centres d'éducation sur la faune acceptent des animaux handicapés pour leur programme pédagogique. Et dans des circonstances très particulières, des permis peuvent être accordés à des particuliers ayant les installations et l'expérience nécessaires pour s'occuper d'animaux non réintroduisibles dans la nature. Mais ces permis sont extrêmement difficiles à obtenir, et les exigences sont très strictes. Mante resta silencieux un moment, réfléchissant. Quelles seraient exactement ces exigences? Les jours passèrent, et Skunky continua de s'améliorer physiquement. Son pelage retrouva un certain éclat. Sa force augmenta, et l'infection se résorba progressivement, bien que, comme prévu, sa vision ne revint pas. Le docteur Wilder confirma qu'il était totalement aveugle de l'œil droit et n'avait qu'une faible perception de la lumière dans l'œil gauche. Ce qui était le plus remarquable. Cependant, c'était la façon dont Skunky commençait à s'adapter. Il apprenait à naviguer dans son enclos en s'appuyant sur ses autres sens. En particulier son ouïe et ses vibrisses. Mante remarqua que le chaton inclinait souvent la tête, tendant l'oreille pour localiser la source des sons. À la fin de la première semaine, Skunky avait mémorisé l'agencement de son espace et se déplaçait avec une aisance surprenante. Il compense, expliqua le docteur Wilder lors d'une consultation téléphonique. Les jeunes animaux sont incroyablement adaptatifs. Leur cerveau peut se reconfigurer pour renforcer d'autres sens lorsqu'un est perdu. Mante commença à expérimenter des signaux sonores, un sifflement doux avant le repas. Un léger tapotement au sol pour signaler son approche. Des intonations différentes pour indiquer diverses actions. Skunky assimila rapidement ces sons et y répondit avec une précision croissante. Il est plus malin que la moitié des entrepreneurs avec qui j'ai travaillé. Plaisanta Mante à l'intention de Dale, qui, malgré son scepticisme initial, s'était investi autant que lui dans le bien-être du petit lynx. Au 10e jour de leurs vacances, qui avait complètement dévié d'un séjour de pêche à une mission de réhabilitation animale, Mante avait pris sa décision. Il passa des heures au téléphone avec les autorités de la faune sauvage, cherchant à comprendre les exigences et consultant le docteur Wilder sur la possibilité de devenir le gardien permanent de Skunky. Les exigences sont considérables, dit-il à Dale un soir, tandis qu'ils observaient Skunky explorer prudemment un enclos plus spacieux qu'ils avaient construit dans le salon de la cabane. Je dois modifier ma propriété, obtenir des permis spéciaux, suivre une formation, planifier des contrôles vétérinaires réguliers, respecter un régime alimentaire adapté. En gros, c'est comme transformer une partie de ma maison en sanctuaire pour la faune sauvage. Dale observa attentivement le visage de son frère. Tu y penses vraiment sérieusement, hein? Mante acquiesça. J'envisageais déjà de réduire mon activité de fabrication de meubles, prendre moins de commandes sur mesure. Me concentrer davantage sur l'enseignement du travail du bois plutôt que sur la production. Et ça, je ne sais pas, ça me semble être la bonne suite. D'une certaine manière. Dale esquissa un sourire, comprenant ce qui se jouait. Depuis son divorce 5 ans plus tôt, Mante s'était jeté à corps perdu dans son travail, créant des pièces de mobilier prisées bien au-delà de la Virginie. Mais souvent au détriment de son propre bien-être. Ce chaton lynx avait réveillé quelque chose en lui. Quelque chose qui sommeillait depuis trop longtemps, un but au-delà du travail. Un lien avec quelque chose de sauvage et d'authentique. Eh bien, dit Dale en tapotant l'épaule de son frère. Si quelqu'un peut transformer sa maison en sanctuaire pour lynx, c'est bien toi, et je suppose que je pourrais donner un coup de main pour la construction quand je ne suis pas en service. Dale, pompier à Richmond, avait toujours été habile de ses mains, bien que sans le raffinement artistique de son frère. Les derniers jours de leurs vacances furent consacrés aux préparatifs. La docteur Wilder mit Mante en relation avec des responsables de la faune qui pouvaient l'aider à naviguer dans le processus d'obtention du permis. Elle lui présenta aussi un réhabilitateur animalier en Virginie, expérimenté dans les soins aux prédateurs aveugles, qui pourrait lui servir de mentor. Ce ne sera pas facile, le prévint-elle lors de sa dernière visite pour examiner Skunky avant le départ des frères. Les lynx, même élevés à la main, conservent leurs instincts sauvages. En grandissant, il deviendra plus difficile à gérer. Et avec son handicap, il aura besoin d'un environnement stable et d'un enrichissement constant. Je comprends, assura Mante, observant Skunky donner de petits coups de patte joueurs vers une plume que Dale agitait au-dessus de l'enclos. Mais je crois que nous avons déjà tissé un lien. Il me fait confiance. La docteur Wilder esquissa un sourire en voyant Skunky se blottir doucement contre la main de Mante lorsqu'il lui caressait le dos.
Oui, je le crois aussi, c'est rare et précieux avec un animal sauvage. Surtout une espèce aussi solitaire qu'un lynx. Le voyage de retour en Virginie fut soigneusement planifié. Ils construisirent une caisse de transport spéciale pour assurer la sécurité et le confort de Skunky pendant les 6 heures de route. La Dr Wilder fournit des sédatifs pour limiter son stress. Mais ils n'eurent besoin que d'une dose minime. Car Skunky resta étonnamment calme tout au long du trajet, surtout lorsqu'il entendait la voix de Mante à proximité. Dès leur arrivée, Mante se mit immédiatement au travail pour aménager un enclos temporaire dans sa chambre d'amis. En attendant la construction d'un espace extérieur adapté, sa maison de style craftsman, modeste mais chaleureuse, était nichée sur 3 hectares de terrain boisé, de quoi offrir à Skunky un cadre proche de son habitat naturel tout en garantissant sa sécurité. Le processus d'obtention des permis fut aussi rigoureux qu'il l'avait anticipé, inspections multiples, montagnes de paperasse, et plusieurs formations sur la gestion de la faune sauvage. La Dr Wilder joua un rôle clé en fournissant la documentation attestant de l'état de Skunky et de son impossibilité à être relâché à cause de sa cécité. Malgré ces défis, Skunky continua de s'épanouir sous les soins de Mante. À presque 12 semaines, il avait beaucoup grandi, bien que restant plus petit que la moyenne pour son âge en raison de son départ difficile dans la vie. Son caractère se révélait jour après jour, espiègle et curieux le matin, digne et observateur l'après-midi, et étonnamment affectueux le soir, lorsqu'il venait souvent se blottir près de Mante pendant qu'il dessinait des croquis de meubles ou lisait. Fasciné, Mante se plongea dans l'étude du comportement des lynx, dévorant livres et ressources en ligne sur l'espèce. Il apprit que les lynx sauvages étaient des animaux solitaires et territoriaux, qui évitaient généralement tout contact avec l'homme. Pourtant, Skunky, peut-être à cause de son sauvetage précoce et de sa cécité, semblait évoluer à la frontière entre instinct sauvage et confort domestique. Il appartient à une catégorie bien à lui, remarqua le docteur Carl Lawson, le vétérinaire local spécialisé en animaux exotiques, qui avait pris en charge les soins de Skunky, ni totalement sauvage, ni véritablement domestiqué, mais quelque part entre les deux et entièrement dépendant de vous en raison de son handicap. Cette relation unique devenait de plus en plus évidente à mesure que Skunky grandissait. Il conservait des comportements typiques des lynx, marquant son territoire, s'entraînant à bondir et laissant parfois échapper de puissants grognements lorsqu'il était surpris. Mais il développait aussi des habitudes qui semblaient spécifiquement adaptées à sa vie aux côtés de Mante. Le plus étonnant était la manière dont Skunky apprit à suivre le bruit des pas de Mante dans la maison, le traquant d'une pièce à l'autre avec une précision stupéfiante. Il développa différents vocalises pour exprimer ses besoins, un petit gazouillement quand il avait faim, un grondement sourd lorsqu'il cherchait de l'attention, et un tri distinctif lorsqu'il jouait avec ses jouets préférés. 6 mois après le sauvetage, Mante avait rempli toutes les exigences nécessaires et obtenu son permis spécial de réhabilitation de la faune sauvage. Avec l'aide de Dale, durant ses jours de congé, ils construisirent un vaste enclos extérieur relié à la maison par une chatière spécialement conçue pour Skunky. Ne s'ouvrant qu'avec son collier à puce électronique, l'enclos comportait des éléments naturels comme des rondins, des rochers et des plantes indigènes, ainsi que des structures d'escalade fabriquées par Mante lui-même. Surtout, tout avait été pensé en fonction de la cécité de Skunky, un agencement fixe pour éviter la confusion, des chemins texturés pour l'aider à se repérer par le toucher, et des repères sonores comme un petit ruisseau en circuit fermé qui lui servait de point d'orientation auditif. À l'approche de son premier anniversaire, Skunky était devenu un lynx magnifique. Bien que légèrement plus petit que la moyenne, son pelage luisait de santé, ses muscles étaient fins et puissants, et pour quiconque ne connaissait pas son histoire, son handicap n'était pas immédiatement perceptible grâce à ses incroyables facultés d'adaptation. La nouvelle du compagnon inhabituel de Mante se répandit dans la communauté. D'abord réticent à partager son histoire, il accepta peu à peu de recevoir des visiteurs, surtout des écoliers et des passionnés de faune venus en apprendre davantage sur les lynx et la préservation des espèces sauvages. Skunky, comme s'il comprenait l'importance éducative de ces visites, montrait une surprenante tolérance envers les petits groupes, s'installant souvent sur son perchoir favori pour être observé en toute sécurité. Il est devenu un ambassadeur, commenta Dale lors d'une de ses visites, regardant son frère expliquer avec patience aux élèves les besoins des lynx dans leur habitat naturel, pour son espèce et pour les secondes chances. Par un matin d'automne vif, environ 14 mois après le sauvetage, Mante se réveilla comme à son habitude avant l'aube. Il prépara son café et s'installa dans son fauteuil préféré, près des grandes baies vitrées donnant sur le jardin et l'enclos de Skunky. Dans la lumière tamisée de l'aube naissante, il distingua la silhouette du lynx sur l'une des plateformes surélevées. Skunky semblait en alerte. Quelque chose dans sa posture frappa Mante comme inhabituel. À cette heure, Skunky terminait généralement sa ronde nocturne, marquant son territoire avant de s'installer pour une sieste matinale. Mais cette fois, il restait parfaitement immobile, son corps tendu, tourné vers la lisière de la forêt, son attention entièrement fixée sur quelque chose. Intrigué, Mante ouvrit doucement la porte et sortit sur le porche.
L'air frais du matin portait le parfum des feuilles tombées et d'une lointaine fumée de bois. Alors que ses yeux s'ajustaient à la pénombre, il aperçut ce qui avait capté l'attention de Skunky. À la lisière de la forêt, partiellement dissimulée par les broussailles, se tenait une femelle lynx sauvage. Mante se figea, osant à peine respirer, bien que les lynx ne soient pas rares dans la région. Ils étaient rarement aperçus, leur nature discrète les gardant à l'abri du regard humain. Celle-ci, une femelle adulte en pleine santé avec ses touffes d'oreilles caractéristiques et ses yeux jaunes attentifs, semblait tout aussi intriguée par Skunky. Pendant plusieurs minutes, la lynx sauvage resta à la lisière de la clairière, avançant parfois de quelques pas avant de reculer prudemment. Skunky, immobile sur sa plateforme, flairait intensément l'air, tentant de capter l'odeur de sa congénère. Finalement, la femelle disparut dans la forêt aussi silencieusement qu'elle était apparue. Ce n'est qu'à cet instant que Skunky relâcha sa posture, tournant la tête vers le bruit de la respiration de Mante, comme s'il prenait soudainement conscience de sa présence. « Tu l'as senti avant même de la voir. Pas vrai ?» murmura Mante en s'approchant de l'enclos. Skunky émit un petit gazouillis en réponse, frottant sa tête contre le grillage alors que Mante passait la main à travers pour lui gratter son endroit préféré. Juste derrière les oreilles. Ce soir-là, Mante appela la Dr Lawson pour lui raconter ce qu'il avait observé. « Ce n'est pas si surprenant, » expliqua-t-elle. Même avec son handicap visuel, ses autres sens sont incroyablement aiguisés. Il a sûrement senti et entendu sa présence bien avant que toi. Tu ne la remarques. Mais pourquoi une lynx sauvage s'approcherait-elle comme ça ? S'interrogea Mante. Par curiosité, peut-être, ou pour une reconnaissance territoriale. Les lynx sont extrêmement territoriaux, et il est probable qu'elle ait conscience de la présence de Skunky depuis un certain temps. Elle marqua une pause. C'est aussi la saison des amours. L'idée ne lui avait même pas traversé l'esprit. Oh, ne t'inquiète pas, ajouta la Dr Lawson en riant. Ton enclos est sécurisé, mais ne sois pas surpris si elle revient. Les animaux sauvages ont souvent des habitudes précises, surtout lorsqu'ils trouvent une source de nourriture fiable ou quelque chose qui pique leur curiosité. Et en effet, au fil des semaines suivantes, la femelle lynx fit plusieurs apparitions, toujours à l'aube ou au crépuscule. Mante commença à l'appeler « Ombre », pour sa capacité fantomatique à apparaître et disparaître sans un bruit. Chaque fois, c'était Skunky qui détectait sa présence en premier, adoptant immédiatement une posture d'alerte sur sa plateforme. Intrigué par ce comportement, Mante installa une caméra pour capturer ces rencontres. Ce qu'il découvrit sur les images était remarquable. Ombre apportait régulièrement de petites proies, un écureuil, un lapin, une fois même un canard, et les laissait près de l'enclos avant de repartir. C'est un comportement de don, expliqua la Dr Lawson en observant les images avec stupéfaction. C'est extrêmement rare entre lynx adultes non apparentés. Elle essaie peut-être d'établir un lien, un début de relation malgré la barrière. Ou alors, elle hésita. Ou alors quoi ? Insista Mante. Cela va peut-être sembler tiré par les cheveux, mais il est possible qu'elle cherche à prendre soin de lui. Certains animaux reconnaissent parfois le handicap chez leurs semblables. On a déjà observé des cas où des animaux sauvages apportaient de la nourriture à des membres blessés de leur espèce. Mante réfléchit à cette idée, se souvenant de la facilité avec laquelle il avait lui-même répondu à la vulnérabilité de Skunky. Ce matin-là, dans les montagnes Blue Ridge, peut-être que la compassion dépasse plus de frontières qu'on ne l'imagine, murmura-t-il. Cet hiver-là arriva avec une intensité inhabituelle. De lourdes chutes de neige recouvrirent la région, et les températures chutèrent à des niveaux records. Mante ajouta des éléments chauffants supplémentaires dans l'enclos de Skunky et le surveilla de près. Bien que le lynx semblât savourer le froid, son pelage d'hiver était épais et somptueux. Les visites de Shadow se firent plus rares à mesure que le temps empirait. Bien que la caméra de surveillance capturât parfois son passage sur la propriété, laissant derrière elle ses empreintes distinctives dans la neige, Mante ne put s'empêcher de s'inquiéter pour elle lors des tempêtes les plus rudes, se demandant comment les lynx sauvages parvenaient à survivre à de telles conditions. Une nuit, alors qu'un blizzard déchaîné faisait rage dehors, le vent hurlant contre les fenêtres, Mante fut réveillé par un cri d'alerte distinctif de Skunky, un son bref et urgent qu'il n'utilisait qu'en de rares occasions. Saisissant sa lampe torche, Mante se dirigea vers la porte arrière. Le faisceau de lumière trancha l'épaisse bourrasque de neige, révélant Skunky, nerveux, arpentant l'extrémité de son enclos la plus proche de la forêt. Suivant la direction du regard du lynx, Mante balaya les arbres de sa lampe et aperçut un mouvement près d'un tronc d'arbre renversé. C'était Shadow, tapis contre le bois, à peine visible dans la tourmente de neige. Quelque chose n'allait pas dans sa démarche, elle boitait sévèrement, tenant une patte avant en l'air. Sans hésiter, Mante enfila son manteau le plus épais et ses bottes. Il savait qu'approcher un lynx sauvage blessé était risqué, mais avec des températures en dessous de zéro et son état affaibli, Shadow ne survivrait pas la nuit dans de telles conditions. S'enfonçant dans la neige jusqu'aux genoux, il avança lentement vers elle, lui parlant d'une voix douce et apaisante, la même qu'il utilisait avec Skunky. Shadow le regarda avec méfiance, les oreilles plaquées en arrière, mais ne tenta pas de fuir, par confiance ou par incapacité. Mante ne saurait le dire.
Lorsqu'il fut assez près, il vit la cause du problème. Sa patte avant était prise dans un petit piège. Probablement posé illégalement par un braconnier à la lisière de sa propriété. La colère lui serra la poitrine. Mais il se concentra sur l'urgence de la situation. Avec ses gants et un petit outil qu'il gardait toujours dans sa poche. Il s'attela à libérer le mécanisme. Shadow resta étonnamment calme, bien qu'un sifflement de douleur lui échappa lorsque le piège s'ouvrit enfin. La blessure était sérieuse mais pas irrémédiable, le piège était petit. Probablement destiné à des rats musqués ou d'autres petites proies. Une fois libéré, Mante s'attendait à ce que Shadow file sans attendre, malgré sa patte blessée, mais au lieu de cela, elle boita de quelques pas, puis s'arrêta, se retournant vers lui avec une lueur d'incertitude dans le regard. « Tu ne peux pas rester dehors », dit Mante à voix basse. Sachant pourtant pertinemment l'absurdité d'essayer de faire entrer un lynx sauvage dans une maison. Pourtant, l'alternative était pire, la laisser affronter seule la tempête, au risque d'y perdre la vie. Prenant une décision rapide, Mante retourna vers la maison et récupéra une grande cage de transport dans l'abri de jardin, un équipement qu'il avait acheté pour les visites vétérinaires de Skunky. Il attrapa également une couverture et un peu de viande crue qu'il gardait au congélateur pour les repas de Skunky. Dehors, Shadow s'était rapproché de l'enclos de Skunky. Les deux lynx s'observaient à travers le grillage, leurs museaux presque collés l'un contre l'autre. C'était cette scène inattendue qui donna une idée à Mante. Plutôt que d'essayer d'attirer Shadow dans la cage, il ouvrit une petite porte de maintenance rarement utilisée sur l'enclos de Skunky. Cet espace séparé était conçu pour faciliter le nettoyage en toute sécurité. C'est soit du génie, soit de la folie, murmura-t-il en plaçant la viande dans cette section isolée avant de reculer prudemment. Que ce soit pour la nourriture, l'abri contre la tempête ou la présence familière de Skunky, Shadow finit par boitiller jusqu'à l'espace sécurisé. Mante referma rapidement la porte extérieure, puis ferma la séparation intérieure, créant ainsi un espace distinct mais adjacent pour la lynx blessée. Toute la nuit, Mante surveilla cette étrange cohabitation depuis la maison. Grâce à la caméra de surveillance qu'il avait repositionnée, il vit les deux lynx allongés de part et d'autre de la cloison grillagée, touchant parfois leur museau à travers le filet. Au petit matin, malgré la tempête qui continuait de faire rage, Mante appela la Dr Lawson. « Tu as un lynx sauvage dans ton enclos ?» répéta-t-elle, incrédule après avoir écouté son récit. Délibérément, elle est blessée, elle s'est retrouvée piégée, je ne pouvais pas la laisser affronter le blizzard, expliqua Mante. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Un long silence s'ensuivit. Garde la séparation fermée, ne tente pas d'interagir avec elle directement, ce n'est pas Skunky. J'arriverai dès que les routes seront praticables pour examiner sa patte. Si ce n'est pas trop grave, on la soignera et on la relâchera dès que la météo le permettra. Il fallut 2 jours pour que les routes soient suffisamment dégagées pour que la Dr Lawson puisse atteindre la propriété de Mante. Pendant ce temps, Shadow resta étonnamment calme dans son espace, acceptant la nourriture que Mante lui laissait et semblant trouver du réconfort dans la présence de Skunky. Juste de l'autre côté de la séparation, la Dr Lawson arriva équipée d'un tranquillisant et de matériel médical, s'attendant à une évaluation difficile d'un animal sauvage terrorisé. Pourtant, contre toute attente, Shadow ne nécessita qu'une sédation minimale, ce qui leur permit de soigner sa patte sans difficulté majeure. Les dégâts sont superficiels, confirma la Dr Lawson en appliquant un bandage. Des contusions, quelques lacérations mineures, mais aucun os cassé ni de tendons endommagés. Elle a une chance incroyable. Elle s'arrêta un instant, observant comment, même sous sédation, Shadow s'arrangeait pour garder un contact visuel avec Skunky. Et ce comportement, c'est fascinant, je n'ai jamais rien vu de tel entre deux lynx adultes non apparentés. Une fois Shadow remise de la sédation, le plan était d'ouvrir la porte extérieure de son espace et de la laisser partir quand elle le déciderait. Mais la nature en avait décidé autrement. Une nouvelle tempête s'abattit sur la région, contraignant Shadow à rester plusieurs jours de plus dans le confort relatif de l'enclos. Pendant cette période prolongée, Mante observa un lien grandissant entre les deux lynx. Ils jouaient à une sorte de jeu de poursuite le long de la séparation. Dormaient collés l'un contre l'autre de part et d'autre du grillage, et allaient même jusqu'à partager leur nourriture. Une nuit, Shadow poussa une partie de son lapin à travers une petite ouverture vers le côté de Skunky, un geste si inhabituel qu'il laissa Mante et la Dr Lawson sans voix lorsqu'ils visionnèrent l'enregistrement. C'est comme si elle savait qu'il était désavantagé, murmura la Dr Lawson. Fasciné, cela contredit presque tout ce que nous savons sur le comportement des prédateurs solitaires. Lorsque le temps s'éclaircit enfin une semaine plus tard, Mante ouvrit la porte extérieure de la section de Shadow. Comme prévu, à sa grande surprise, elle ne se précipita pas dehors. Elle s'approcha de l'ouverture, s'y aventura brièvement, mais revint dans l'enclos avant la tombée de la nuit. Ce schéma se répéta plusieurs jours de suite. Shadow partait pour des périodes de plus en plus longues, mais revenait toujours, rapportant souvent de petites proies qu'elle partageait avec Skunky à travers la séparation. Comme si elle avait intégré l'enclos à son territoire, et Skunky à son monde. Après avoir consulté les autorités de la faune et obtenu une permission spéciale,
Mante et le docteur Lawson mirent en place une solution inhabituelle. Ils modifièrent l'enclos pour y intégrer une entrée à sens unique permettant à Shadow d'aller et venir librement, tout en empêchant d'autres animaux sauvages d'y pénétrer. La séparation entre les sections fut maintenue, garantissant la sécurité de Skunky tout en respectant la liberté dont Shadow avait besoin, un équilibre fragile mais fascinant entre la nature et l'attachement. Le printemps arriva, débordant de vie et de renouveau. Shadow devint une présence régulière sur la propriété de Mante, disparaissant parfois plusieurs jours avant de revenir passer des heures, voire des nuits entières, dans son espace. Mante poursuivit ses programmes éducatifs, intégrant parfois Shadow lorsqu'elle était présente pour illustrer la différence entre un lynx sauvage et un lynx élevé en captivité à cause d'un handicap. L'histoire unique de Skunky et Shadow attira l'attention des groupes de conservation locaux, qui commencèrent à fournir à Mante des ressources supplémentaires et du soutien pour ses initiatives de sensibilisation à la faune. Un matin d'août de mai, un bruit inhabituel provenant de l'enclos tira Mante du sommeil. Intrigué, il consulta le flux vidéo de sa caméra de surveillance sur son téléphone, et resta sans voix devant ce qu'il découvrit. Shadow était revenue durant la nuit, mais cette fois, elle n'était pas seule. Derrière elle, trottinant maladroitement et jouant dans ses pas, 2 minuscules chatons de lynx la suivaient. Elle lui amenait ses petits, souffla Dale avec émerveillement lorsque Mante lui téléphona pour lui annoncer l'extraordinaire nouvelle. Elle vous fait confiance à ce point. Dans les semaines qui suivirent, Shadow revint régulièrement à l'enclos avec ses petits. Sous son regard attentif, ils jouaient le long de la séparation tandis que Skunky les observait avec une fascination évidente. Parfois, lorsque les chatons s'endormaient, Shadow venait se coucher près du grillage, à portée de Skunky, qui passait alors une patte à travers les mailles pour lui toiletter doucement le visage, un moment de communion silencieuse entre 2 lynx que tout opposait. Et pourtant si proche, au-delà des frontières du sauvage et du domestique, du valide et du blessé. Un soir, alors que Mante était assis sur son porche à observer cette famille improbable, la docteure Lawson le rejoignit après avoir terminé l'examen trimestriel de Skunky. En 30 ans de médecine de la faune, je n'ai jamais rien vu de tel, admit-elle en désignant l'enclos, où Skunky tapotait doucement une brindille qu'un des petits poussait à travers le grillage. D'après toutes les connaissances établies, rien de tout cela ne devrait être possible. Un lynx aveugle ne devrait pas s'épanouir comme lui. Une femelle sauvage ne devrait pas chercher à s'associer volontairement à un enclos. Et encore moins y amener ses petits. Mante sourit, repensant à ce matin-là, dans les montagnes Blue Ridge, lorsqu'il avait trouvé cette minuscule créature souffrante que tout le monde disait condamner. Peut-être que la sagesse conventionnelle ne prend pas en compte les exceptions. Ou la compassion, ajouta pensivement la docteure Lawson. Tu as changé la vie de Skunky. Peut-être qu'à sa manière, il a changé la perception de Shadow sur ce qui est possible. Et maintenant, il change la nôtre. Comme s'il avait entendu son nom. Skunky se tourna vers le porche, ses yeux aveugles trouvant Mante avec une précision troublante. Le lynx émit ce petit cri particulier qu'il réservait uniquement à son gardien humain, le même son que Mante avait entendu pour la première fois ce matin-là. Dans les sous-bois, alors qu'il observait Shadow guider doucement ses petits dans leur jeu, Mante fut frappé par une évidence. Parfois, les plus simples actes de bonté créaient des vagues qui s'étendaient bien au-delà de leur intention première. Sa simple décision d'aider une créature souffrante avait mené à cet arrangement extraordinaire, un lynx aveugle devenant un ambassadeur de la conservation. Une mère sauvage trouvant un allié inattendu dans son monde impitoyable, et lui-même découvrant une vocation qui lui avait échappé pendant tant d'années. La surprise inattendue, murmura Mante, se rappelant qu'il n'avait jadis envisagé rien de plus ambitieux pour sa vie que de fabriquer de beaux meubles et d'aller pêcher avec son frère. Désormais, il se trouvait au cœur de quelque chose de bien plus profond, un lien unique entre le monde humain et la nature, bâti sur la compassion et la confiance. À mesure que le crépuscule laissait place à la nuit, les petits se blottirent contre leur mère, qui s'étira le long de la séparation, là où Skunky pouvait garder le contact avec elle à travers le grillage. Mante resta longtemps assis sur le porche après le départ de la docteure Lawson, contemplant cette scène d'une connexion improbable, et ressentant une gratitude profonde pour le chemin sinueux qui l'avait conduit jusqu'ici, à cet instant. Cette nuit, cette famille inattendue née d'un simple geste de bonté dans la nature sauvage.